Deux citations cet après-midi. La première est de Kofi Annan. Je cite, « Il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation de la femme. » Fin de citation. Pour dire tout simplement que la puissance du développement réside dans l'épanouissement de la femme. C'est une croyance qui se vérifie peut-être sur le terrain au Cameroun, où la femme constitue plus de la majorité de la population. Dispose-t-elle de moyens nécessaires qui contribueraient au développement du pays? Ce samedi marquait la célébration de la 27e édition de la femme rurale au Cameroun. Pourquoi ne pas s'y intéresser? Deuxième citation, Nelson Mandela, je cite, « La démocratie signifiait qu'on devait écouter tous les hommes et qu'on devait prendre une décision ensemble en tant que peuple. Une minorité ne devait pas alors être écrasée par une majorité. » Fin de citation. C'est la logique, mais la réalité est tout autre de nos jours. Des gouvernements de transition qui essayent de recoller les morceaux d'une démocratie brisée, mais qui s'y prennent peut-être mal. Nous ferons donc une escale au Burkina Faso et au Tchad. Les gouvernements de transition sont connus, mais sauront-ils recoller ces morceaux-là? Affaire à suivre dans cette nouvelle édition du Grand 7 sur Dash News. Bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour cette autre production de votre programme hebdomadaire Le Grand 7 sur Dash News. C'est un plaisir de vous retrouver. Comme tous les après-midi, je suis en compagnie d'un invité de marque. Il n'est pas nouveau, c'est sa deuxième fois sur le plateau, mais ça fait plaisir de l'avoir de nouveau avec nous sur ce plateau. Il s'appelle Lionel Damafouda, il est homme politique au Cameroun. Bonjour et bienvenue Lionel. Bonjour Marivonne, bonjour à tous les téléspectateurs de Dash Media. C'est un plaisir de renouveler d'être ici ce matin et je suis très content d'être là pour débattre de la situation de la femme africaine, mais aussi de façon générale sur la démocratie en Afrique, et c'est pourquoi je fais mien et je suis tout de suite avec la deuxième citation de Nelson Mandela qui parle effectivement de la démocratie. Je crois qu'on y reviendra au cours de cette émission. Bien sûr qu'on y reviendra, ça fait déjà plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Puisque vous êtes un habitué, vous savez qu'il est de coutume, dans le cadre de cette émission, d'aller faire un tour sur le continent africain pour voir qu'est-ce qui aura marqué l'actualité au cours de cette semaine qui s'achève. Et comme d'habitude, c'est notre guide Audrey Melingui qui nous mène. Bonjour Audrey. Bonjour Marivonne et bienvenue à ce round-up de la semaine. Des morts et de nombreux disparus après le naufrage d'un bateau cette semaine dans le sud-est du Nigeria. Selon un communiqué de la présidence nigériane publié ce dimanche sur Twitter, les équipes de secours ont confirmé avoir retrouvé 76 corps sur les lieux du drame qui a eu lieu dans l'état d'Anambra, l'une des régions touchées par les inondations au Nigeria. 2 jours seulement après sa deuxième investiture, Mahamat Idriss Déby a nommé un nouveau Premier ministre. L'opposant Saleh Kebzabo, désigné ce mercredi 12 octobre, n'est pas un novice sur la scène politique tchadienne. 4 fois candidat à la présidentielle, il a rallié le premier gouvernement de transition en 2021. Saleh Kebzabo prend la place de Albert Pahimi Padaké, l'ancien Premier ministre, qui a présenté sa démission et celle de son gouvernement lors d'une audience mardi. La résolution de la guerre au Tigré par des négociations est désormais une option envisageable. La présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde a annoncé que le gouvernement va engager les négociations avec les rebelles du TPLF pour un retour au calme dans cette zone. C'était à l'occasion de la présentation du projet de budget de l'État fédéral devant les 2 chambres du Parlement le 10 octobre dernier. L'actualité au Cameroun a tout aussi été riche cette semaine. Southwest Development Forum, initiative du Conseil régional, va se dérouler du 28 au 29 octobre prochain à Buea. Objectif, relancer l'économie de la région, fragilisée par un conflit qui oppose depuis 2016 l'armée aux séparatistes ambazonia. Selon ces élus locaux,
Ce forum est un sérieux levier de croissance économique pour cette région qui contribue à 40% du budget de l'État. Au Cameroun, le barrage de Lampangar ne pourra produire ses premiers mégawatts qu'à la fin du premier trimestre 2023, ceci après plusieurs reports. D'après l'entreprise en charge des travaux, ce nouveau décalage s'explique par la nécessité d'observer un délai pour la réalisation des tests de la première turbine en cours de montage. La région du Sud-Ouest est sous la menace d'une épidémie de variole du singe. Des cas ont été signalés dans les districts de santé de Bangé et Kumba. Les autorités sanitaires, eux, préparent une riposte contre la maladie. Elles invitent la population à faire preuve de calme. Des équipes médicales sont déployées sur le terrain afin de prévenir les infections et autres transmissions dans les localités déjà affectées. Les investissements publics du Cameroun ont chuté de 12,4% au cours des 3 premiers mois de l'année. Une situation causée en partie par la facture sans cesse grandissante des subventions apportées par l'État aux produits pétroliers selon le Fonds monétaire international. Merci à vous Audrey Melingui, c'est un plaisir toujours de vous suivre lors de cette balade sur l'étendue du continent africain. Notre premier arrêt, nous allons le marquer au Cameroun où s'est célébré ce samedi 15 octobre 2022 la 27e édition de la journée de la femme rurale. Et cette 27e édition s'est donc tenue sous le thème « Développons la production locale avec la femme vivant en milieu rural pour notre sécurité alimentaire ». Tout de suite, je vais vous inviter à prendre la direction de Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun, où notre reporter sur place, Rostan Obam, nous parle d'un plaidoyer pour le désenclavement des bassins de production. Regardez ce reportage. On me donne 100 francs. Ce n'est pas 150, 100 francs au moins. Très cher ici en ville. Depuis le matin que je souffre. Laisse-moi tranquille, j'ai faim. Marché Mokolo à Yaoundé. Ici foisonne l'activité commerciale en grande partie dominée par ces femmes, principales fournisseuses de denrées alimentaires consommables et fraîches. Des tubercules, légumes, fruits de saison, les produits sont hyper variés. Mais à y regarder de près, elles sont loin d'être satisfaites de cette activité, et ce, à cause de nombreux problèmes. Parmi les plus cruciaux, le mauvais état des routes rurales, principale voie de ravitaillement, avec pour conséquence directe l'augmentation des coûts de transport. Pour que les femmes viennent ici pour arriver ici à Yaoundé, la route enclavée. Quittant ici pour aller chez moi, c'est 2500 parce que la route enclavée et tout est cher maintenant. Ce matin même, trop de pluie pour traverser les ponts, il n'y a pas. On esquive un peu, on esquive. Là où je sors, on esquive la route qui part, c'est autoroute. Une fois sur place, il faut trouver un espace pour exposer sa marchandise. Là encore, le danger n'est pas toujours loin, car la police municipale, avec pour nom de code Awara, est toujours aux aguets. Il arrive qu'elle confisque même les produits exposés en bordure de route jusqu'au trottoir. Avec Awara, tu payes ton plantain à 5 000. Quand Awara vient, tu as seulement les 5 000 là. Awara vient, tu prends le plantain, le met dans la voiture, tu pars avec. C'est comme ça qu'on souffre. Un autre obstacle, la cherté des produits vivriers à cause des coûts de transport qui baissent le taux de fréquentation du marché. Conséquence, les ventes chutent drastiquement. J'ai déjà fait une semaine. Je paie ma marchandise, ça n'a pas fait. Je paie le plantain, ça fait une semaine, ça fait 3 jours. Je paie la patate, même chose. Alors que le monde s'apprête à célébrer la journée qui leur est dédiée le 15 octobre prochain, elles appellent à de meilleures conditions pour pouvoir écouler leurs produits. On veut le marché. Là, on veut installer pour vendre. On n'a pas le marché. C'est pour cela que nous sommes mal à l'aise. On veut les routes. Quand la route est bien, tout va passer bien. 95% des produits vivriers consommés par la population urbaine est fourni par la femme rurale. Aujourd'hui, 30% de ces femmes se sont reconverties en revendeuses à cause de ces difficultés. Le gouvernement, lui, affirme être à la recherche des solutions aux problèmes posés
afin de rendre plus fluide la livraison des denrées alimentaires en zone urbaine, ravitailler sa population et lutter contre la vie chère. Merci Rostan Obama, mais il faut le dire, à votre suite, la ministre de la promotion de la femme et de la famille, c'est bien Catherine Abena Ondoa, a donc lancé officiellement cette journée de la femme rurale. C'était du côté de Guy-Bassal, dans le département du Nyon-Ekele, région du centre Cameroun. Marie-Thérèse Abena Ondoa qui a donc présidé la cérémonie officielle destinée à cette célébration. On a l'impression, Lionel Damafouda, que ce sont les mêmes thématiques qui reviennent au fil des années. Finalement, qu'est-ce qui change? Chaque jour, les femmes rurales se plaignent du manque d'accès, du manque de routes, de toutes les plaintes qu'elles ont données dans le reportage. Mais finalement, on a l'impression que rien ne change. Oui, effectivement, je constate le caractère de non-innovation au niveau même, n'est-ce pas, des choix, des thèmes de ces différentes journées-là. Parce qu'en réalité, le choix d'un thème, n'est-ce pas, doit avoir une visée plus profonde. C'est-à-dire quoi? C'est quelque chose qu'on entend mettre d'abord en exergue et qu'on va solutionner dans quelques jours, tout simplement. Le choix d'un thème ne se fait pas ex nihilo, ce n'est pas quelque chose qui se fait au hasard. Alors, tout à l'heure, j'ai apprécié un élément dont vous avez fait montre, c'est vous avez ressorti. Là, vous avez touché plusieurs points. Vous avez touché la femme rurale, déjà. Vous avez touché la sécurité alimentaire. Oui. Et vous avez touché le désenclavement. Vous avez parlé du désenclavement des bassins de production. Vous voyez, ces trois éléments, vous allez vous rendre compte qu'ils sont liés très étroitement. Parce que c'est la femme rurale qui produit, n'est-ce pas? Elle qui produit, qui est même à la base de la production. Et il y a de l'autre côté le consommateur, n'est-ce pas, qui est dans la zone urbaine, qui est nous, qui est moi, qui est vous, qui est toutes les populations de la ville. Et ensuite, il y a quelque chose qui doit relier, qui doit permettre à ce que cette marchandise-là, ces vivres produits, n'est-ce pas, rallient les zones de consommation. C'est la route. Vous comprenez donc avec moi que c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui a toujours été demandé depuis des années. C'est pourquoi je dis qu'en réalité, ça, c'est pas... En fait, pour moi, le thème et la célébration et les activités qui se sont déroulées sont juste pour la circonstance, pour faire comprendre que non, on est là, on existe. C'est comme lorsqu'on parle de la semaine de la jeunesse, c'est là où on connaît le ministère de la jeunesse. Vous voyez un peu, en dehors de ça, qu'est-ce qu'on fait là-bas au quotidien pour la jeunesse? Rien du tout. Et aujourd'hui, c'est la même chose. La femme rurale, la journée est passée, elle a été célébrée. Qu'est-ce qu'elle devient dès demain lundi? C'est la question qu'il faut se poser. Elle est rangée dans les oubliettes. Justement. Et puis, on revient sur le même canevas qui voudrait qu'on reste dans le désenclavement et que les mêmes femmes continuent à poser les mêmes plaidoiries. Alors, le problème, donc, c'est quoi? C'est que vous avez un ministère dans la célébration de la journée de la femme, qui évoque des concepts qu'elle ne peut pas résoudre. Par exemple, le concept du désenclavement des grands bassins de production, elle ne peut pas le résoudre. Cela ne revient. C'est du ressort de qui? C'est du ressort, certes, du gouvernement auquel elle appartient, mais pas de son département ministériel. Je veux parler du ministère des Transports, du ministère des Travaux publics, parce que c'est une étroite collaboration. Donc, elle ne peut pas résoudre ce problème. Elle ne peut que le mettre en exergue, comme c'est le cas, mais il y a d'autres ministères derrière qui doivent récupérer et le faire. Et vous savez bien que le problème du désenclavement des grands bassins de production ne date pas d'aujourd'hui. On a toujours mis ce problème sur la table parce que quand on parle de la vie chère aujourd'hui en ville, cette vie chère découle justement de tout cet ensemble d'éléments. Lorsque vous prenez un plantain à Yabassi à 2000 francs, et que vous devez, frais de transport. Voilà, vous allez payer pratiquement 1000 francs à 1500 francs de transport pour ce plantain-là. Évidemment, il faut s'y attendre à l'acheter à 5000 francs, plus la marge bénéficiaire du vendeur. Donc, vous comprenez donc le pourquoi de la vie chère. Déjà, vous pouvez l'avoir avariée pour des raisons de route, n'est-ce pas, qui ne sont pas... Parce que la marchandise va mettre un peu plus de temps en route, et ainsi de suite. Donc, il y a tous ces risques-là. Et
ce que je veux dire également, c'est que la femme rurale elle-même, la femme rurale elle-même, je ne sais pas si elle travaille suffisamment pour sortir, n'est-ce pas, du carcan dans lequel elle se trouve. Mais est-ce qu'elle a seulement les moyens pour travailler suffisamment? Oui, il y a vous savez, c'est pourquoi pourquoi le problème de la femme en général se pose au Cameroun. Parce que généralement, même sur le plan entrepreneurial, lorsqu'on parle du potentiel entrepreneurial féminin, il est très faible au Cameroun. Parce que, évidemment, la raison principale, c'est qu'il manque des modèles de calcage, n'est-ce pas, de la femme, c'est-à-dire de cette activité-là. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des leaders, des personnes qui vont porter la cause, et à partir de là, vous allez voir des gens se greffer, les femmes se greffer et développer la machine. C'est ça le véritable problème. Il manque des modèles sur lesquels les femmes vont se baser, et des modèles qui soient des femmes, hein. Oui, c'est-à-dire que vous savez, on part d'un modèle, et ainsi de suite. Le problème de l'implication de la femme, on essaie de le résoudre politiquement avec des rétributions ministérielles pour dire, bon, on est passé de telles normes. Non, ce n'est pas ça en fait le problème. Le problème en réalité, c'est l'épanouissement de la femme rurale, quel que soit le domaine, le secteur d'activité dans lequel elle se trouve. C'est là où il y a le problème, et c'est ça qu'il faut résoudre. D'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte d'inadéquation entre ce thème retenu pour cette 27e édition et la réalité même sur le terrain? Je vais vous rappeler le thème. Développons la production locale avec la femme vivant en milieu rural pour notre sécurité alimentaire. Vous avez souligné le contexte. On vit dans un contexte où tout est devenu cher sur le marché. Alors on compte sur la production locale, mais on a des femmes, vous les avez écoutées, qui disent qu'il n'y a pas de moyens de production. Alors pourquoi retenir un tel thème? Je vous dis que le thème est même, c'est-à-dire, comme vous avez utilisé le mot, l'inadéquation, il n'est pas cohérent. Il n'est pas tout simplement cohérent. Pourquoi? Là, vous avez évoqué uniquement le volet de la cherté de la vie, mais vous n'avez pas évoqué le volet des importations. Très bien. Qui tue directement la production locale. Tout ce qui est produit est envoyé à l'extérieur. Je vous dis que le problème même, c'est que le volet des importations est fait de telle sorte que aujourd'hui, vous ne vous intéressez plus à la production de la femme locale. Lorsque vous rentrez dans un hypermarché, vous y trouvez tout qui est importé et vous consommez. Or, la femme rurale qui produit localement, elle vend où? Chez qui? Chez qui? Déjà, elle a tous les problèmes, n'est-ce pas, pour produire. Parce que si on va même à la base sur la production elle-même. Très bien. Sur la production, est-ce qu'elle a les intrants? Elle n'a pas. Vous savez comment la grand-mère se débrouille au village? Son ancien champ de manioc qu'elle a, c'est là qu'elle coupe les boutures pour replanter. Oui. Or, en principe, il devrait y avoir un caractère novateur du produit à planter. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas. C'est pourquoi, à l'époque, je me suis amusé à lire un document qui vous fait comprendre qu'à l'époque, il y avait des structures pour ça. Il y avait la Midevive, il y avait ainsi de suite qui distribuait les intrants, qui permettaient aux semences s'améliorer, ainsi de suite aux mamans. Aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est chaque personne qui se débrouille pour trouver ses intrants. Et il y a d'abord problème à ce niveau. Et ensuite, il y a que, c'est-à-dire, il y a même le volet environnemental qu'il faut aussi prendre en compte. Aujourd'hui, vous ne savez pas quelle saison il fait, je ne sais pas à quel moment la saison des pluies commence, tout ça à cause du réchauffement climatique et la coupe des arbres qui se fait de façon en désordre, des UFA qui sont distribués à n'importe qui aujourd'hui et qui ont un impact justement sur cet environnement. Il y a ce deuxième volet. Et maintenant, il y a un troisième volet qui est celui des engrais. N'oubliez pas que la production de la femme rurale est d'ordre artisanal. Et elle ne peut pas réellement satisfaire la demande locale. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les productions locales, c'est-à-dire une femme va travailler sur 3 hectares. Elle va vous dire 1 hectare, c'est destiné à la consommation, à sa consommation personnelle, et les 2 hectares, c'est à vendre. Vous pouvez vraiment, qu'est-ce que 2 hectares peuvent vraiment vous représenter, peuvent vraiment vous apporter en termes de revenus si vous avez vendu? Vous comprenez un peu que la femme rurale travaille encore à la roue. Très bien. Et on en venait à ces moyens et pour demander qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut pour donner une mini-usine à chaque productrice? On vous dit, toi, voilà un tracteur, toi, voilà tel autre matériel pour justement accroître la production. Parce que la production, elle est minimisable parce qu'il y a un manque de moyens de production. Le problème, c'est que la production artisanale ne va jamais mourir, même si on a des enjeux. Elle ne va jamais mourir. Pourquoi? Parce que il y a un problème déjà d'abord de développement local et de route. Mais s'il vous faut des engins, il faudrait d'abord qu'il y ait un route où l'engin va entrer. Donc la production locale, n'est-ce pas, va demeurer.
Elle va demeurer, mais sauf que elle ne doit plus être considérée comme celle-là qui doit nourrir la population camerounaise. Non. Il faudrait que si vous faites une production locale, que ce soit pour vous. C'est-à-dire pour votre alimentation personnelle. Mais maintenant, pour la production qui va nourrir le Cameroun, il faudrait que ce soit à échelle industrielle. Et de là, donc, il faut que les femmes rurales se regroupent en GIC. Et c'est pourquoi, c'est donc ça le rôle des élus locaux, généralement. Oui. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a des élus, mais en réalité, vous vous demandez, qu'est-ce qu'un élu local? À quoi ils servent? Vous avez le Sénat. Le Sénat représente quoi? Les collectivités territoriales décentralisées. Ça veut dire que le sénateur d'une localité, d'une région, n'est-ce pas, doit pouvoir travailler sur ces volets-là. Parce qu'il doit travailler en étroite collaboration avec le député et le maire pour regrouper des personnes, des gens en GIC. Parce que ce n'est que comme ça que la production industrielle peut se passer. C'est-à-dire regrouper les gens en GIC. Ceux qui ont des moyens peuvent le faire à titre personnel, c'est-à-dire quelqu'un peut déployer ses moyens, n'est-ce pas? Mais l'État a essayé de résoudre le problème en faisant ceci. Vous importez le matériel agricole, vous êtes exonéré d'un certain nombre de taxes, de droits et douanes et taxes au niveau de l'entrée. Vous voyez un peu. Mais sauf que l'État reste toujours incohérent. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui ne va pas payer les droits et douanes à l'entrée. Déjà d'abord, pour acheter ce matériel, il achète à combien et où? Vous savez combien coûte un engin agricole, la laboureuse là? C'est beaucoup d'argent. La personne prend cet argent où? Avant d'importer seulement, pour venir bénéficier, il prend d'abord cet argent où? Vous savez à combien? Il va acheter cet argent en Inde. Et le transport de l'Inde pour le Cameroun, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 100 000 francs. C'est des millions. Vous voyez un peu? Donc, pour dire quoi? Pour dire que même si ces éléments-là sont allégés, ça n'arrange vraiment pas le problème parce qu'il reste le problème des coûts d'acquisition de ce matériel. D'où nous parlons donc des GIC. Lorsque les populations se sont regroupées en GIC, et il y a un autre problème qu'il faut soulever, le problème du foncier. Le problème du foncier, vous avez des gens qui ont acheté des terres, qui se sont accaparés de tout un village. C'est d'ailleurs la principale difficulté. C'est même la première difficulté. C'est la première difficulté parce que si vous avez un ministre qui a pratiquement tout un village et qui l'a encerclé avec du fil barbelé, vous allez cultiver où? C'est là où tout le problème part. Le problème du foncier. Ensuite, la capacité, n'est-ce pas, des élus locaux à mobiliser des personnes pour les regrouper en GIC et mettre à leur disposition du matériel. En principe, nous devrons être comme la France, parce que j'aime citer ce pays en référence. En France, quand on parle de la pomme de France, ou alors de la pomme de terre, on connaît dans quelle région de la France ça se cultive. Et c'est celle-là qui nourrit la France. Quand on parle de l'ananas, on sait de quel côté ça vient. Et c'est celle-là qui s'arrange à fournir de l'ananas sur tout le temps. Donc notre pays devrait avoir ce qu'on appelle des repères. On sait par exemple que du haricot blanc, lorsque vous le voulez, il vient de Fumboth. On sait que la tomate, elle vient de Fumboth et de tel endroit. On sait que le manioc est beaucoup plus cultivé. En fonction, n'est-ce pas, des terres. Vous voyez un peu en fonction des terres. Mais cela n'est pas possible au Cameroun. Très bien. On est pris par le temps, donc on va clôturer avec ce sujet de la femme rurale au Cameroun. On est dans un contexte, il faut toujours rappeler le contexte, où la majorité des prix des produits alimentaires a augmenté. Tous les prix des produits ont augmenté pratiquement. Alors, on a donc ce problème de production. Et le consommateur ne veut pas savoir ce qui se passe. Lui, ce qu'il veut, c'est quand il va au marché, avoir accès à des produits de façon assez aisée et avec le revenu qu'il a dans sa poche. Alors, au niveau de cette chaîne-là, où est la cassure? Le problème, c'est que vous avez oublié aussi même la disponibilité. Vous pouvez même avoir de l'argent, vous n'en trouvez pas sur le marché, tout simplement. Et le problème, en fait, la cassure, c'est la même chose. Elle va en droite ligne avec la question que vous venez de poser pour dire quoi? Pour dire que le problème, c'est au niveau des grains. Les semences, il n'y en a pas assez. Et lorsqu'il y en a, ce n'est pas tout le monde qui rentre en possession. Et ça coûte cher aujourd'hui. Les engrais, effectivement, nous n'en produisons pas localement. Donc, il faut les importer. Et ça coûte cher. Il faut les importer. Et je peux vous dire une chose. Pour
pour chuter sur ce sujet, c'est que tant que nous n'allons pas produire nous-mêmes un certain nombre de choses, comme les engrais, les intrants et bien d'autres encore, nous resterons toujours dans la quête perpétuelle de la demande, n'est-ce pas, de l'autosuffisance alimentaire. Par contre, le Cameroun avait déjà été autosuffisant alimentaire sous Amadou Ahidjo. Oui. Oui, mais aujourd'hui, il devrait pouvoir l'être encore plus fort. Pourquoi? Parce que la population a augmenté. L'augmentation de la population dit sous-tend que la main-d'œuvre également a augmenté et la consommation aussi a augmenté. Ça veut dire que vous produisez beaucoup pour une grande consommation. Parce que les gens, la démographie est très galopante aujourd'hui et c'est cette démographie-là, c'est cette population-là qui consomme. Donc, la main-d'œuvre a augmenté et la consommation a augmenté. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous sommes en train de courir donc, derrière l'autosuffisance alimentaire, justement parce que certaines choses que nous avions en propre hier, nous ne les avons plus. Maintenant, nous sommes obligés d'importer tout. Je vous dis, engrais, semences, tout est importé aujourd'hui. Et du coup, lorsque l'extérieur est en difficulté, comme c'est le cas, comme ça a été le cas avec l'Ukraine et la Russie, où la chaîne est coupée et automatiquement, cela se fait ressentir sur l'étendue du territoire. C'est exactement ça. Très bien. On parle donc d'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Cela passe par l'autonomisation de la femme rurale. C'est l'une des chaînes par laquelle passe cette autosuffisance. On parle d'autonomisation, mais on parle plus de démocratie en Afrique. Et nous allons marquer notre deuxième arrêt du côté du Tchad, où le gouvernement de transition est désormais connu. Le Premier ministre est bien Saleh Kezabo, opposant historique au défunt président Idriss Déby Itno. Il a donc été nommé Premier ministre du Tchad. Je vous invite à regarder ce reportage que nous propose Stéphane Dibébé. Âgé de 75 ans, le nouveau Premier ministre est chef de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau sous la bannière de ce parti politique. Saleh Kezabo a plusieurs fois brigué la magistrature suprême face à l'ex-président Idriss Déby Itno. Dans le cadre du dialogue national qui vient de s'achever, l'ex-opposant a occupé les fonctions de premier vice-président du comité d'organisation du dialogue. Après le décès en avril 2021 de Idriss Déby Itno, un comité militaire de transition avait été mis en place et dirigé par le fils du défunt président Mahamat Idriss Déby. Suite à sa reconnaissance du comité, 2 membres de son parti, l'UNDR, font leur entrée au gouvernement de transition en mai. Saleh Kezabo aura la charge de conduire un gouvernement d'union nationale sous la présidence de Mahamat Idriss Déby, investi pour une durée de 2 ans pour ce qui est considéré comme étant la deuxième phase de la transition vers les élections. Mahamat Idriss Déby aura le droit de se présenter à la présidentielle, un sujet qui continue de diviser les Tchadiens, mais sur lequel Saleh Kezabo a marqué son accord. Dans ses premières prises de parole, l'opposant tchadien tient absolument à ce qu'il y ait tous les Tchadiens autour d'une table ronde pour discuter de leurs problèmes, exprimant son adhésion à l'initiative de ce dialogue, pourtant rejeté par une partie de l'opposition tchadienne et la société civile. Le gros obstacle qui était Déby le père, selon l'actuel Premier ministre, n'y est plus. On doit s'asseoir, se regarder dans les yeux et se dire la vérité pour repartir sur les bases nouvelles dans une structure démocratique, a-t-il déclaré. Saleh Kezabo, qui est donc le nouveau Premier ministre du Tchad en attendant 2024, bien sûr, date fixée pour l'organisation des prochaines élections. Et bien sûr, le principal défi de Saleh Kezabo, c'est de conduire cette équipe gouvernementale-là, parce qu'il s'agit de toute une équipe de 44 membres, conduire cette équipe vers l'organisation des élections libres et transparentes. C'est une nomination qui est diversement appréciée par une certaine classe de l'opposition du côté du Tchad. Oui, effectivement, en fait, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive vraiment pas à cerner et à comprendre comment cela a pu se passer ainsi. Vous savez, lorsque quelqu'un dit que c'était M. Idriss Déby qui était problème et qu'il était opposé à M. Idriss Déby et non à Mahamat Idriss Déby, entre Idriss Déby et Mahamat, où est la différence? Justement, moi, je n'arrive pas à voir la différence, tout simplement parce que déjà biologiquement, il n'y a pas de différence et politiquement, il n'y a pas de différence parce que M. Idriss Déby était président de la République, Mahamat Idriss Déby servait cette République-là, sous ce régime-là, et il a hérité des gènes même
n'est-ce pas, de ce régime-là. Donc, du coup, pour moi, c'est exactement la même chose. Je dis c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Alors, moi, je comprends tout simplement que le Premier ministre actuel, l'opposant historique, a juste voulu se positionner. Tout simplement. Se positionner de quel côté? Non, du côté qu'il a toujours défendu, ou bien finalement on se dit, bon, on abandonne? Non, se positionner, c'est-à-dire que créer son côté et se positionner, c'est-à-dire, c'est un problème de... Je le comprends, on s'est opposé à un régime depuis des années et on s'est dit, bon, le moment est venu pour moi de m'insérer quelque part. Donc je crois que c'est ce qui est en train de se passer parce que, voyez-vous, lors du dialogue organisé par le Tchad, oui. Vous ne pouvez pas organiser un dialogue qui devait conduire justement à la transition. Vous avez les deux principaux partis de l'opposition qui ne participent pas. Vous avez les FAC, n'est-ce pas, qui sont majoritaires et qui font bouger la scène politique au Tchad. Vous avez le parti des transformateurs de Succès Masra. Alors, vous avez même les autorités religieuses effectivement, qui ont abandonné les échanges. Et vous estimez que vous allez à la transition. Je ne suis pas encore... En fait, moi, personnellement, je ne suis pas en train de voir vraiment un avenir meilleur pour le Tchad. Parce que je vais vous dire quelque chose. Les problèmes, là où ça va coincer, c'est que lorsqu'il va falloir donc aller à l'élection présidentielle, c'est là où il y aura problème, en fait. La transition peut calmer les gens. Bon, OK, on avance. Mais c'est à l'élection présidentielle parce que le jeu de M. Mahamat Idriss Déby était... n'est-ce pas, de s'assurer et de faire passer dans la tête de tous les Tchadiens qu'ils devraient être candidats à la prochaine élection présidentielle. Et c'est en train de bien passer. Et oui, justement, c'est ce que dénonçaient les autres. Les autres disaient qu'il n'y a pas de problème. Tu peux gérer la transition sans problème et tu organises les élections démocratiquement. Et il se trouve donc que M. Mahamat, lui, veut gérer la transition et être candidat et gagner la présidentielle pour rester. Et c'est ça qui ne passe pas. Et on se dit, les Tchadiens se disent, ce n'est pas une dynastie quand même, où le père a fini, le fils a pris, et voilà. Donc, moi, je pense que j'ai bien peur pour le Tchad d'ici 2 ans ou 3 ans après la transition. Mais on peut se poser la question, hein, Lionel Damafouda, où est passée l'Union africaine? Où est passée la CEEAC? C'est vrai que la communauté économique des États de l'Afrique centrale a convoqué d'ici quelques jours une session extraordinaire de sa conférence des chefs d'État, un sommet extraordinaire donc à l'effet d'échanger sur la situation relative au processus de transition en République du Tchad. Mais on n'entend pas beaucoup parler de l'Union africaine. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que l'Union africaine peut dire quoi? Lorsque le Tchad a choisi, lorsque les Tchadiens, certains Tchadiens ont choisi leur président de transition, ça ne peut qu'entériner. L'Union africaine ne peut rien dire. Où est donc passée l'autorité de cette organisation sous-régionale? Ces institutions-là, en réalité, pour moi, c'est de l'esprouf. Ce n'est pas des institutions vraiment à prendre au sérieux pour des cas sérieux. Ça, il faut le dire. La preuve en est. Que disent les chefs d'État africains? Le mutisme des chefs d'État africains. Vous avez parlé de la commission de la CEMAC, qui est là, qui n'a rien dit. La CEEAC et tout. Personne n'a rien dit. Tout s'est passé comme il est qu'à la poste. Or, le Tchad est un maillon très important dans les échanges de la sous-région. Oui. Le Tchad est un maillon très important. Déjà en termes de consommation, déjà en termes de production de blé et même de sésame. Or, les échanges entre le Cameroun et le Tchad sont très importants en ce sens que beaucoup d'opérateurs économiques camerounais trouvent leur compte. C'est-à-dire que rien que le corridor là, c'est beaucoup d'argent que ça produit. Rien que le pipeline Tchad-Cameroun, c'est beaucoup de... C'est-à-dire donc, mais lorsque la situation pourrit au Tchad, automatiquement, les répercussions sont du côté du Cameroun, directement du côté de Kousséri, oui. C'est-à-dire à l'extrême nord du pays. Et moi, je pense que ce cinéma qui a que de se passer au Tchad se passe tout simplement comme s'il n'y avait rien. C'est acté. La France n'a pas dit le concret. La période de transition qui n'a pas été contestée, 2024, c'est quand même assez long. Pour une transition, vous voyez un peu comment une transition peut durer jusqu'à 4 ans. Alors que la transition est supposée durer maximum 2 ans pour pouvoir organiser les élections et laisser le pays être dirigé démocratiquement. Et que toutes les choses... Parce que je peux vous dire une chose.
Même les investisseurs ne peuvent pas venir quand vous êtes en transition. Ça, c'est une réalité. Les investisseurs ne peuvent pas prendre le risque d'investir parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer après la transition. Comment cela sera appréhendé par les Tchadiens? Est-ce que l'opposition va se laisser faire? Est-ce qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent? Et du coup, un investisseur ne peut pas. Il ne peut pas. Or, par contre, si la transition passe et que démocratiquement un président est élu, le gars peut venir déjà s'installer ou investir tout simplement parce qu'il estime que c'est la démocratie qui gouverne. Et aujourd'hui, j'ai bien peur que certains pays ne soient classés dans la liste noire des investisseurs européens. Oui. Je pense au Burkina Faso, je pense aussi au Tchad. Très bien. Et nous allons justement prendre la direction du Burkina Faso, puisque vous en parlez. Le Burkina Faso, où se sont ouverts cette semaine les assises nationales. Et il faut le dire, pour le marquer, Ibrahim Traoré a donc officiellement été désigné président de la transition. On prend la direction du Burkina Faso sous la plume de Audrey Melingui. Filles et fils du Burkina Faso, à travers ces assises, nous avons encore rendez-vous avec l'histoire. Il nous faut taire nos différends, mettre en commun la richesse de notre diversité pour préserver l'essentiel et écrire une page nouvelle de notre histoire. C'est en ces termes que le capitaine Marcel Médard a ouvert les assises nationales en qualité de représentant du président Ibrahim Traoré. Ces assises rassemblent quelques 300 personnes, dont des représentants de l'armée, de la police, les organisations coutumières et religieuses, la société civile et les déplacés internes, victimes des attaques djihadistes qui frappent le Burkina depuis 2015, entre autres. Pendant son discours, le capitaine Médard est revenu sur le contexte ayant conduit au coup d'État du 30 septembre dernier. Si l'avènement du MPSR le 24 janvier 2022 a suscité beaucoup d'espoir pour le peuple burkinabé meurtri et confronté à une crise sécuritaire sans précédent, il y a lieu de reconnaître que nos populations ont désenchanté quelques mois plus tard face à la dégradation continue de la situation sécuritaire et humanitaire. Aussi, au regard des dérapages constatés et dans le souci d'éviter l'enlisement, il s'est avéré nécessaire de redresser la barre afin de poursuivre au mieux le processus enclenché. C'est ainsi que les 30 et 31 septembre 2022, des officiers, sous-officiers et militaires du rang ont été contraints de prendre leurs responsabilités pour recadrer et recentrer les objectifs de la transition autour des priorités, à savoir la reconquête et la sécurisation de l'intégralité du territoire national. Ces travaux qui se tiennent à Ouagadougou déboucheront sur l'adoption d'une charte de transition. Celle-ci stipule que le mandat du président de transition prend fin avec l'investiture du président élu à la suite de la prochaine élection présidentielle qui se tiendra en juillet 2024 selon les autorités burkinabées. Merci Audrey Melingui. Les assises nationales qui se sont donc officiellement tenues du côté du Burkina Faso. Ibrahim Traoré qui a été maintenu à la tête de la transition du côté du Burkina Faso et la charte de transition qui a donc bien été rendue publique. D'ailleurs, vous avez cité cet article, l'article 4, qui souligne que le mandat du président de la transition prend fin avec l'investissement du président issu de l'élection présidentielle qui est prévue en 2024. Une totale opposition avec la situation au Tchad. Oui, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que au Burkina Faso, la seule chose qu'on peut décrire concrètement au Tchad, c'est la succession des coups d'État, n'est-ce pas, entre les membres de l'armée. Oui. Et en fait, c'est la seule chose parce qu'il faut dire que concrètement au Tchad, Mahamat Idriss Déby, le fils, n'est pas arrivé par coup d'État. Il est arrivé à l'issue du meurtre de son... C'était aussi un coup de force. Oui, c'était un coup de force, mais sauf qu'il est un peu... Non, il est un peu... Il faut... Ce n'est pas un coup d'État conventionnel voilà, comme ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, justement. Il y a une situation qui a entraîné ce qui s'est passé au Tchad. Or, concrètement, là-bas, c'est comme quelque chose qu'on doit vivre désormais avec... C'est-à-dire les populations du Burkina Faso doivent désormais vivre avec la pensée selon laquelle à tout moment,
Même Ibrahim Traoré qui vient d'arriver. Voilà, parce que l'autre qui vient de partir, lui aussi, il était arrivé par coup d'État. Donc, en fait, c'est pourquoi, c'est ça qui nous amène toujours à nous poser la question de savoir, la question sur le rôle même de l'Union africaine. Si l'Union africaine est encore en adéquation avec sa charte. Parce que la charte de l'Union africaine interdit les coups d'État militaires comme voie d'accession au pouvoir. Hein. Et quand vous regardez, ce qui se passe, que ce soit au Tchad, que ce soit au Burkina Faso, c'est des épisodes selon lesquels ceux qui dirigent la transition veulent se présenter à la présidentielle. Parce que Ibrahim Traoré n'a pas dit qu'il ne sera pas candidat. Mais il y a des articles qui le stipulent. Non, il a les leviers, madame, il a les leviers de la Constitution en ce moment. Il a les leviers de la Constitution. Il peut la modifier comme il veut, tout simplement. Donc, il n'est pas exclu qu'il soit candidat. Et d'ailleurs, je sais qu'il sera candidat. Parce que vous savez, cette affaire-là, le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir aujourd'hui et décider de le remettre demain. Non, c'est pas... C'est ce qui explique peut-être la longévité des chefs d'État au pouvoir en Afrique. C'est ça en réalité, parce que quand vous avez passé le temps dans un confort et que demain vous ne devrez plus être dans ce même confort-là, c'est-à-dire c'est psychologique. C'est psychologique. Donc lui, je ne le vois pas en train de... Parce qu'il a été malin. Il n'a pas dit qu'il sera candidat. Il n'a non pas dit qu'il ne sera pas candidat. Oh, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il a 2 ans pour jouer sur les leviers constitutionnels. Peut-être pour ne pas alerter la CEDEAO qui, par rapport à l'Union africaine au Tchad, a l'œil sur la situation au Burkina Faso. Oui, la CEDEAO a l'œil sur la situation au Burkina Faso, tout simplement parce que tout ça découle de l'histoire, en fait, je veux dire, de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire depuis Blaise Compaoré. Oui. Vous pouvez voir que c'est depuis Blaise Compaoré, la chute de Blaise Compaoré, que la CEDEAO a l'œil de ce côté-là, depuis cette période-là. Alors, il faut dire que si Ibrahim Traoré veut modifier la constitution chez lui, il n'aura pas besoin de l'avis de la CEDEAO. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez vu la CEDEAO faire quoi concrètement dans un pays? Interdit quoi concrètement dans un pays en Afrique de l'Ouest là-bas, lorsqu'il y a une situation? Vous avez déjà vu la CEDEAO contraindre un président qui est arrivé par coup d'État de partir et il part? Ça n'existe pas. C'est des organisations machinistes. C'est-à-dire qu'on a mis en place pour essayer de meubler juste ce n'est pas des organisations fortes comme l'Union européenne. Ce n'est pas des organisations fortes comme l'Union européenne, comme l'ALENA, ainsi de suite, de côté de l'Europe. Ce n'est pas des organisations fortes. La CEDEAO, la preuve en est, lorsqu'il a fait le coup d'État, il a accédé au pouvoir. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Il est là. La CEDEAO n'a pas condamné cela. Ils n'ont pas condamné cela. La CEDEAO a juste, n'est-ce pas, demandé qu'il y ait une entente entre le président sortant et que le président sortant soit à l'abri d'un certain nombre de choses telles que les poursuites, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, il ne faut pas attendre plus que ça de la CEDEAO, tout simplement. D'accord. On va finir avec cette question, Lionel Damafouda. Est-ce qu'il faudrait donc dire qu'on assiste là à un réveil de l'Afrique ou alors un enlisement des crises politiques en Afrique? Moi, je pense plutôt qu'on assiste à un enlisement parce que vous ne pouvez pas, quand même, dans un pays, regardez de la période Blaise Compaoré à aujourd'hui, c'est 3 coups d'État pratiquement. C'est-à-dire que si vous comptez le coup d'État même de Blaise Compaoré lui-même, c'est 3, c'est-à-dire, non, je veux dire celui qui a, le coup d'État qui a enlevé Blaise Compaoré. Ça fait qu'on est dans la 4. Mais attends, aujourd'hui, on est à 9 coups d'État au Burkina Faso, sur le temps, oui. Mais je vous assure, et c'est pourquoi vous allez voir que ce pays où j'ai eu la chance quand même de visiter, Ouagadougou, Bobo Dioulasso et bien d'autres encore, c'est un pays très enclavé. Et le pays est très enclavé tout simplement justement parce que les investisseurs n'y vont pas. Et vous savez que c'est les investisseurs qui développent aussi un pays. Parce que lorsqu'ils viennent et disent on va implanter une usine ici, qui va employer peut-être 1000 Burkinabés, qui va payer les impôts, ainsi de suite, c'est ça qui développe un pays. Et c'est un pays à haut risque. C'est un pays à haut risque. Vous ne pouvez pas aller investir dans un pays où on vient d'avoir 3 coups d'État en 7 ans. C'est pas possible. Et c'est pourquoi, et vous comprenez, quand je parle de l'enlisement se fait à tous les niveaux, sur le plan sécuritaire, parce qu'en ce moment, donc,
les djihadistes aussi profitent de ça pour faire leur show. Et l'enlisement économique et même alimentaire. Donc vous comprenez que le pays sombre dans un désespoir total et qui ne dit pas son nom. Oui. Mais moi je pense qu'il n'y a que la véritable démocratie qui peut relever ce pays. Je vais vous dire une chose, je n'ai jamais vu un pays dirigé, peut-être, non, je vais enlever la Libye. En dehors de la Libye, je n'ai pas vu un pays dirigé par un ancien militaire, n'est-ce pas, qui s'est développé. Je n'ai pas vu. Au Congo, je ne vois pas le Congo se développer avec un ancien militaire au pouvoir. La Guinée équatoriale non plus. La Guinée équatoriale pavane comme ça, là, ça monte, ça descend, ainsi de suite. Donc, je n'ai pas vu un pays où un militaire a développé le pays. Qu'il est arrivé au pouvoir, il a développé le pays. Même Idriss Déby, quand il était au Tchad, là, le Tchad, ce n'était pas ça. Vous êtes déjà arrivé au Tchad, mais ça fait pitié. Même en pleine ville, il n'y a pas le courant, il n'y a pas d'eau. Donc on est mieux au Cameroun alors? Oui, on est encore mieux au Cameroun. Oui. Avec nos problèmes, on est mieux que le Tchad. Oui, on est mieux. Je vous dis qu'il y a des routes en pleine ville de N'Djamena ne sont pas bitumées. Merci beaucoup Lionel Damafouda pour cette brèche que vous ouvrez. Nous allons bien sûr analyser davantage cette situation politique en Afrique. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle que Lionel Damafouda est homme politique au Cameroun, membre de l'opposition du PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Oui, effectivement, c'est mon parti qui déjà a déclaré qu'à l'élection présidentielle en 2025. D'accord. En tout cas, on attend de voir Lionel Damafouda. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir honoré cet autre rendez-vous du Grand 7 sur Dash News. Merci à l'ensemble de l'équipe technique déployée derrière qui s'attelle chaque dimanche pour que nous soyons à l'antenne. C'est un plaisir de travailler avec vous. On se donne rendez-vous dimanche prochain, sans doute, je l'espère, pour une toute nouvelle édition de votre programme hebdomadaire. En attendant, restez connectés sur Dash News. Nos programmes se poursuivent.